Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui dans Personnalité, nous recevons pour vous Monsieur Patrick Badikouba. Il est licencié en mise en scène à l'Institut national des arts, INA. C'est depuis sa tendre enfance qu'il est passionné du cinéma. Il écrit et réalise. Il s'est dit être un créateur. Il est aussi reconnu pour sa capacité d'autoproduction des films, dans un seul souci de préserver sa liberté de création. Pour vous, dans Personnalité, avec Rosalinda. Bonjour Badikouba, bienvenue dans notre émission Personnalité. Bonjour Rosalie. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau, cinéaste, un amoureux du cinéma. Parlez-nous de vous, Badikouba. Wow. Eh ben, Badikouba est un cinéaste d'origine congolaise. Donc, je suis né au Congo, à Kinshasa, et ma passion pour le cinéma a commencé dès le bas âge. J'ai appris le métier, comme on dit, sur le tas, c'est-à-dire je me suis documenté, j'ai fait des expériences et mon mentor a été Monsieur Dieudonné Ngangura Mwenze. C'est lui qui m'a pris comme poulain. J'ai travaillé avec lui durant 7 ans dans ses projets, des films, en tant qu'assistant réalisateur. Et puis voilà. Et donc, j'ai suivi quelques formations plus tard. Et aujourd'hui, je suis cinéaste, scénariste, producteur, acteur. Et puis, je suis fier de ça, quoi. Plusieurs chapeaux. Entre-temps, vous avez quand même suivi, on va parler de l'INA. Parlez-nous de l'INA parce qu'on entend souvent parler de cet institut, mais on sait qu'il y a des grandes personnalités qui sortent de là. Votre expérience, comment ça a été à l'INA? À l'INA, en fait, pour la petite histoire, mon défunt père, paix à son âme, lui, il voulait que je fasse le droit parce qu'il trouvait que j'étais bon dans ça. Et effectivement, j'étais aussi bon. Et donc, j'avais fait 2 ans en droit. Mais après, comme le cinéma était ma passion, un jour, je lui ai dit, écoute, papa, ça ne sert à rien de dépenser ton argent pour le droit alors que je ne serai pas du tout un avocat, un juriste. Donc, ça ne sert à rien. Je voudrais faire le cinéma. Et donc, mon père me dira, OK, tu veux faire le cinéma? Ben, vas-y, trouve-toi une école et débrouille-toi. Je lui ai dit, ben, merci papa. Et donc, au Congo, à l'époque, il n'y avait pas d'école de cinéma. Il n'y avait que l'Institut national des arts qui avait une section art dramatique, le théâtre. Je m'étais dit, pour un début, c'est ça. Il faut commencer quelque part. Et donc, c'est ainsi que je m'étais inscrit, comme on dit, à l'INA pour suivre les cours de théâtre. Et donc, là-bas, j'avais fait la mise en scène. Et je suis donc licencié en mise en scène, en théâtre. Ouais. Vos premières réalisations ont été dans des courts-métrages. Comment est cette expérience-là? Comment vient ce goût justement de vous dire, ben là, on va commencer avec quelque chose et vous allez directement dans des courts-métrages? Bon, déjà, à l'époque, par rapport à ma génération, j'étais comme quelqu'un qui était très avisé par rapport au cinéma, qui connaissait vraiment la théorie du cinéma et je savais plein de choses. Et les amis venaient, comme on dit, se renseigner chez moi, se ressourcer chez moi, tout ça. Et un jour, en discutant avec mon mentor, Dieudonné Ngangura Mwenze, il me dira, c'est bien, tu travailles avec moi en tant qu'assistant, tu as vraiment un bagage dans le cinéma, tes amis t'apprécient, mais tant que tu n'as pas encore fait de film, tu n'es pas réalisateur. Donc, il faut faire un film. Et je lui dirai, ben, écoute, maestro, j'ai des scénarios. Il me dit, ben, qu'est-ce que tu attends pour te lancer? Et donc, je m'étais lancé avec mon premier court-métrage intitulé Destin croisé. C'est un court-métrage qui m'a ouvert pas mal de portes. Et ça m'a conduit même à la FEMIS à Paris pour faire une formation en écriture documentaire. Et puis là, j'avais fait un autre court-métrage, un film d'école, qui parle de l'immigration à la FEMIS à Paris. Et voilà. Et j'avais enchaîné plein d'autres courts-métrages. Et j'étais devenu comme un court-métrageur.
Et pour moi, c'était une façon de me façonner, d'apprendre ce métier-là de réalisateur. Et un beau jour, je me suis dit, OK, je pense que je suis suffisamment outillé et mon équipe est suffisamment outillée. On a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on attend pour faire des films? Et donc, j'avais écrit mon premier long métrage. Et pour ce premier long métrage, je voulais vraiment associer les amis, qu'ils comprennent que nous, en Afrique, on n'a pas besoin de continuer avec la politique de la main tendue vers l'Occident. Dire aidez-nous avec les millions, on veut faire nos films. Pour moi, c'était un coup de pari pour dire aux amis, on a tout ce qu'il faut pour faire des films. Nous avons des histoires, nous avons tout ce qu'il faut comme compétences, techniciens, metteurs en scène, acteurs, lançons-nous dans le projet. Et on a fait un long métrage, un premier long métrage intitulé Cocaine Light. Et pour info, c'est le dernier film du feu Papa Wemba. C'est son dernier film. Ouais. Il m'avait fait cet honneur-là de participer dans mon film Cocaine Light. Et puis voilà. Ben, des belles expériences, des belles rencontres et nous, on a quand même eu l'occasion de vous suivre à travers votre évolution. Là, on parle toujours comme du côté où j'ai appris, j'ai voulu faire ci, ça m'a tenté de faire ça. À travers toutes ces expériences que vous avez eues, quelle était l'étape quelle a été la chose la plus difficile que vous avez pu réaliser, que vous dites, ben, je suis fière de ça parce que c'était vraiment difficile et là, j'ai pu le faire. C'est en fait toutes mes créations, toutes mes réalisations ont toujours été difficiles parce que moi, ma marque de fabrique jusque-là, c'est de films, d'autofinancer mes films, d'autoproduire mes films. Moi, je n'attends pas le financement venant de ça et là pour faire mes films parce que je ne me vois pas attendre 3 ans, 5 ans, 10 ans pour faire un long métrage. Je ne m'attends pas à vivre cela, quoi. Vu que le cinéma est ma passion, j'ai tellement de choses à raconter. J'aimerais pas être prisonnier de ce système-là. Je me dis, tant que j'estime que je peux, avec le peu que j'ai, je me lance. Et donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous savez, faire un film, c'est pas évident. Il faut attendre des millions, il faut ceci, c'est là. Et pour moi, mes millions à moi, c'est la jugeote. Tant que vous avez de la jugeote, la matière grise, tout ce que vous pouvez obtenir avec les millions, vous pouvez les obtenir avec la jugeote. Et donc, voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Ben, bien sûr, parce que c'est vrai que l'autofinancer son propre projet, ça va être très difficile. Raison pour laquelle ça prend du temps justement pour qu'on voie certains projets voir le jour, parce que s'il faut qu'on s'autofinance, ben on doit se sacrifier. Fait que je comprends justement que c'est pas facile pour vous de justement pouvoir réaliser plusieurs courts-métrages, plusieurs films. Ben, on va revenir juste après la pause et on va s'en reparler à notre cher public. On revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, voilà, de retour avec notre invité Patrick Kouba. Tantôt, on parlait de vous et puis là, on parle de l'autofinancement. Et on parle aujourd'hui, vous êtes patron de Kouba Film. Parlez-nous de votre compagnie, parlez-nous de tout ce qui tourne autour de Kouba Film. En fait, Kouba Film, c'est avec KUBA. Et ma boîte de production, en fait, quand on se dit producteur, il faut avoir une boîte de production. Et donc, depuis le Congo, j'avais créé cette boîte de production-là pour faire exister mes films. Et j'ai, comment on dit, exporté cette idée-là de ma boîte de production Kouba Film qui était née au Congo, aux États-Unis. Je l'ai fait exister là-bas pour faire mon dernier film, d'ailleurs, qui est en train de sortir. Et voilà, voilà. Ouais, pour moi, c'est quelque chose d'important. Quand on aime la liberté, on veut raconter ces histoires en toute liberté, et ben, c'est important d'avoir ce background-là. Préparer sa base arrière, avoir une boîte de production, avoir une équipe, c'est très important. C'est très important parce que je tiens à ça.
J'aime pas, comment on dit, raconter des histoires, mes propres histoires qui ont été déformées par des gens qui sont supposés, comment on dit, financer mes films, aider mes films, et voilà, ils imposent des conditions Mhm. un peu bizarres. Moi, personnellement, j'aime pas. C'est pas ça le cinéma que moi j'entrevois. Et donc voilà. Mhm. Alors là, on va parler de votre vision. On va pas se le cacher, ça fait pas très longtemps que vous êtes à Montréal. On va parler de la Ouais. transition. Puis, quand on parle de la vision, la transition, ce changement que vous avez vécu, comment est-ce on le vit, justement, cette transition en tant que réalisateur? Quitter un pays comme le Congo et puis arriver au Canada. Est-ce que c'est facile de s'implanter? Et puis, est-ce qu'on est capable de garder cette vision qu'on avait depuis l'Afrique? Ça dépend des personnes, d'une personne à une autre. Pour ce qui me concerne, j'ai déjà été blindé moralement depuis le Congo en me disant que mon cinéma à moi, c'est un cinéma du monde. C'est pas qu'un cinéma congolais ou africain, c'est un cinéma du monde. Je me considère comme un citoyen du monde. Alors, comme je me considère comme un citoyen du monde, je suis très à l'aise de faire un film en Alaska, je suis très à l'aise de faire un film au Sahara, je suis très à l'aise de faire un film n'importe où. Donc là, au Canada, effectivement, ça a été un coup de choc. C'était pas évident. C'était pas évident parce que jusqu'à présent, l'industrie ne me connaît pas, ne m'a pas encore accepté parce que voilà, je suis pas résident canadien. Le système est un peu lourd sur ce point-là. Moi, je me dis, c'est pas le passeport, c'est pas le visa qui peut définir qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis un cinéaste, ok? Alors, si le système ne veut pas mettre les choses en place pour que je puisse exercer mon métier, ben, je vais continuer à faire mes trucs seul. Mais là, je ne le fais pas seul parce que j'ai une équipe. On a créé un collectif ici à Montréal, des gens issus de la minorité visible, parce qu'on a fait pas mal de constats. On s'est dit, oui, c'est vrai, il y a un effort. Il y a un effort au sein des politiques pour intégrer en fait les gens issus de la minorité visible. Il y a un effort, mais ce n'est pas suffisant parce qu'on ne se retrouve pas. Et on n'en veut pas à ces gens-là. Nous, on se dit, faisons notre part. Notre part, c'est d'exister. On ne va pas attendre que les choses soient résolues de leur côté. Nous, on va exister. Donc, on a créé le collectif qui regroupe pas mal de réalisateurs et réalisatrices. On s'est dit, dressons un calendrier, soutenons-nous, faisons nos propres projets. Et à l'issue de ce collectif, il y a pas mal d'autres projets parce qu'on se dit, on va produire nos films, on va les montrer où? Et donc là, on est aussi en train de travailler, comment on dit, en parallèle sur une plateforme qui va nous permettre de distribuer nos films et les films des autres cinéastes indépendants qui ont du mal à distribuer leurs films, quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est très OK. important cette démarche. C'est très important Mhm. cette démarche parce que aujourd'hui on parle du cinéma indépendant, mais le cinéma indépendant a perdu son sens. Ce n'est plus le cinéma indépendant que les gens comme John Cassavetes prônaient à l'époque. C'est plus ce cinéma-là. Ce cinéma indépendant dont on parle maintenant, c'est aussi un cinéma qui est devenu un peu comme prisonnier d'un système que les précurseurs du cinéma indépendant avaient cherché à éviter. Mais aujourd'hui, là, le cinéma indépendant est devenu prisonnier de ce système-là. Ça fait que des cinéastes comme nous autres ici, on ne se retrouve pas. Et donc, moi, personnellement, au lieu de parler du cinéma indépendant, je parle du cinéma libre. Un cinéma libre. Ouais, c'est ce que moi, personnellement, je prône. Et avec mes collègues à moi. Et on est là, on est tranquille. On a fait un court métrage. Au mois de juin, je fais mon premier long métrage au Canada. Et donc, voilà. Alors, je pense que le message est clair. Si on va parler de la diversité, on sait que quand même le Canada, c'est un pays où on vit la diversité. Et puis on le voit, c'est vrai que par exemple, à la télé, on va avoir moins des personnalités noires. Puis je pense que c'est un message que vous essayez de lancer aujourd'hui pour dire, ben, on est là, on existe, et puis on aimerait ça avoir notre place. Puis je pense que votre message va être entendu. Vous avez quand même reçu plusieurs prix, puis on parle du tout dernier que vous avez reçu, si je ne me trompe pas, en 2017. Parlez-nous un tout petit peu de ce prix-là.
Ouais, c'est un prix que j'ai reçu à LA. C'est par rapport à mon dernier long métrage que j'avais fait au Congo. Euh, il s'agit d'un festival qui récompense en fait les artistes africains à Hollywood. Et donc, j'étais invité à ce festival-là. Mon film était en compétition et je ne m'attendais pas du tout à recevoir. En fait, c'était deux prix. Le prix de meilleure réalisation et de meilleur film africain. Je ne m'attendais pas à recevoir ce prix-là. Parce que je me disais, oh, j'ai fait un film, on s'est débrouillé avec les copains au Congo. Je ne pense pas que mon film pourrait prendre à recevoir des prix par rapport à tous ces très beaux films que j'avais vus là. Mais curieusement, ben voilà, c'était nous, comme on dit, c'était nous qui avions été récompensés. Donc voilà, et j'en Encore suis fier. félicitations. Exactement. Alors, Merci, félicitations. merci. On va revenir juste après la pause, si vous le permettez, bien sûr, à notre cher public. On revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, voilà, de retour avec notre invité Badi Kouba. Badi, là, moi, je suis impressionnée par tout ce que vous faites. Et puis, je sais que c'est pas facile, hein, venir du Congo et puis essayer de s'implanter dans un pays étranger. On suit votre parcours et puis on sait que c'est pas facile en tant que cinéaste, justement, de frayer son chemin, hein, dans un pays aussi grand que le Canada. Vous avez choisi Montréal, par exemple, pour vous installer. Puis à Montréal, vous réalisez des choses, vous faites partie des collectifs. Puis aujourd'hui, quel est votre message? Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous? Euh, Bah, j'aimerais que les gens sachent que je suis un cinéaste comme pas d'autres, comme tant d'autres plutôt, et j'ai à dire. J'ai à dire depuis mon enfance. Moi, le cinéma me parlait beaucoup. Et ça nourrit mon imaginaire. Et je me dis, c'est à mon tour de raconter la vie. Et donc, avec mes collègues, au sein de notre collectif, le collectif s'appelle le collectif Oye. Alors, nous, on n'a pas du tout la prétention d'inventer la roue, parce que la roue, elle existe. Nous, notre seule prétention, c'est d'apporter notre modeste contribution dans l'industrie en racontant en fait plus des histoires des gens issus de cette minorité visible, raconter nos histoires et puis voilà, c'est notre modeste contribution. Oui, on est là, on veut exister, on veut raconter nos histoires. En gros, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Mhm. Et Puis donc, quand on parle, oui, oui. non, allez-y, je vous écoute. Ouais, et donc là, nous sommes en train de travailler sur un film. C'est un huis clos, c'est une expérience parce que moi, le cinéma tel que je l'entends, ce n'est pas seulement de raconter les histoires comme je viens de le dire, mais trouver une certaine manière de la raconter. Pour moi, le cinéma, c'est aussi un travail, quand on est cinéaste, c'est aussi faire un travail de réflexion sur le langage même cinématographique. Quel est mon apport à moi dans ce métier? Qu'est-ce que moi j'apporte de nouveau? Et en même temps, tout a été créé ici-bas. Hein. Mais bon, c'est quand même intéressant de faire cette démarche-là, de se dire, OK, je vais apporter quelque chose de nouveau. Et donc, le film, c'est un huis clos. Ben, il y a pas mal de films huis clos ces derniers temps qui sont en vogue. Mhm. Et nous, c'est un huis clos. L'histoire se déroule pendant la pandémie. Le film parle de trahison, ça parle d'amour, ça parle de braquage. Un huis clos avec 4 personnages, 2 couples. Et donc, c'est ça. C'est un film qu'on va tourner au mois de juin. On le fait nous-mêmes. On n'est pas soutenu. On n'a aucun soutien, mais on va le faire. C'est un autre grand challenge. Voilà. Alors, moi, c'est ça, quand vous parlez, j'avais plein de questions qui me traversaient la tête. Mhm, Puis là, quand vous dites on n'est pas soutenu, est-ce que vous mhm. essayez de dire que vous avez besoin d'aide et que vous aimeriez ça, que les gens vous contactent, vous aimeriez ça que vous puissiez avoir des partenaires? Quel est votre souhait aujourd'hui? Ben, notre souhait aujourd'hui, c'est effectivement d'avoir des soutiens. C'est effectivement d'avoir les soutiens parce que le meilleur soutien qu'on peut avoir, c'est celui du public, c'est celui des spectateurs qui attendent aussi des nouvelles histoires, qui attendent
autre chose que ce qu'on propose tout le temps. Et donc, c'est ce genre de soutien qu'on attend. OK? Pour le film que nous préparons, on a besoin de soutien financier, je ne vais pas le cacher, on a besoin de soutien financier. C'est vrai qu'on va le faire, mais ça sera pénible parce qu'il y a un personnel à payer, il y a des acteurs à payer, il y a des matériels à louer, et tout ce soutien financier nous sera utile. Ça, c'est pour le film. Par rapport à la plateforme, on a aussi besoin de soutien parce que nous, la plateforme, la vision que nous avons, c'est non seulement de nous entraider, nous, cinéastes qui faisons des films, mais aussi aider, en fait, comment on dit, la jeunesse qui voudrait aussi, comment on dit, se lancer dans le domaine, qui se dit, ben, écoute, nous, on ne se retrouve pas forcément. C'est vrai, on peut faire des écoles de cinéma, mais après, une fois qu'on a fini, où est-ce qu'on va trouver les moyens pour faire exister nos projets? Et du coup, nous, on est là pour ça. On est là pour ça, pour aider aussi la jeunesse à se lancer dans le domaine, à faire exister des projets, quoi. Donc, c'est ça. Et donc, tout soutien des gens qui souhaiteraient que le collectif puisse aller de l'avant, qu'on puisse acheter du matériel, qu'on puisse avoir assez de moyens pour faire exister autant de projets et puis faire exister notre plateforme de streaming, OK, qui sera pour nous, comment on dit, une plateforme de distribution de nos contenus et des contenus des autres. Et donc, ça serait ça, quoi. Je crois que j'ai tout dit, parce que je parle un peu beaucoup par moment. Bien sûr, mais non, mais c'est important pour qu'on comprenne justement quel est votre souhait. Mais entre-temps, vous dites tout ça, et puis je pense que ça va être important de donner vos coordonnées. Oui. Ben, on peut nous joindre pour l'instant, OK? Sur Facebook, je suis Patrick Badikuba sur Facebook, Badikuba. Sur Facebook, je suis là. Et le numéro de téléphone, je me permets de le donner. C'est le 438-225-6229. Ouais, on peut nous joindre pour l'instant à ce numéro-là. Et puis voilà. Ah ben, je pense que le message est passé, puis je pense que ceux qui vont nous suivre aujourd'hui vont être certainement touchés par votre message. Et c'est vrai qu'on a besoin de cette diversité sur nos écrans, puis on a besoin de voir plus des Noirs aussi, qui représentent justement la société canadienne. C'est tout le temps qu'on avait, Badi. Moi, je vous dis merci pour votre passage dans notre émission Personnalité. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment un honneur d'être un de vos invités dans votre émission, Rosalie. Le plaisir est partagé. À notre cher public, on se voit le jeudi prochain à 16h avec une nouvelle personnalité. Au revoir.